merci d'être à notre compagnie. Eric, tu évoquais l'assassinat de Charlie Kirk avant qu'on ne parte à la pause. Oui, je parlais surtout de la sécurité qui doit entourer quand même les meetings, les rencontres publiques de ces hommes politiques, puisque Charlie Kirk, tout en étant influenceur, est désormais un homme politique de taille aux États-Unis, puisque, je l'avais dit tantôt, il rentrait, il sortait de la Maison Blanche, et là, il faut dire que c'est le cœur de la présidence aux États-Unis. Et donc, quelqu'un qui a ces possibilités-là doit être forcément bien entouré en termes de sécurité. Et lorsqu'il se déplace, il faut forcément qu'on entoure les lieux de ces rencontres avec une certaine sécurité, comme on dit, à haute dose. Et je voudrais également dire, ce n'est pas forcément parce que Charlie Kirk est de... enfin, c'est mon avis personnel, est de parti ou qu'il est proche de Donald Trump, qu'il a été assassiné. Mais je pense fondamentalement que c'est par rapport à ce qu'il prône. Parce que vous suivez aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes, les gens n'aiment plus la critique. Lorsque certaines souches de la société sont critiquées, il y a forcément ce fait de violence qui s'introduit dans le débat. Et c'est ça qu'il faut condamner et c'est ça qu'il faut combattre à travers des idées. Je pense que les armes ne permettront jamais à la société d'évoluer. Résoudre tous ces problèmes. Voilà, mais plutôt le débat d'idées qui est très important. Alors, Constant, est-ce que cet assassinat pourrait devenir un enjeu majeur de justice, de réforme de la législation sur le droit ou le port des armes, de régulation des discours politiques? Oui, je pense que l'acte crapuleux que nous avons vécu pose réellement le problème de la liberté de port d'armes. Je pense que les Américains y sont habitués. Et c'est même inscrit à la Constitution. Bien sûr. C'est le deuxième amendement. Oui. C'est inscrit dans la Constitution, cette liberté, le droit de porter les armes. Et nous avons vécu à travers le temps des assassinats, quelquefois sans raison, que ce soit de petits-enfants, des assassinats venant des petits-enfants. Des fusillades de masse. Des fusillades de masse. On a vécu de ces scènes horribles dans le temps. Mais je ne vois pas encore le pouvoir américain, qu'il soit démocrate ou républicain, prendre véritablement à bras le corps ce problème. Ah oui? Puisque aucune mesure concrète n'a été prise et introduite dans les lois pour tenter d'endiguer ce phénomène. Même si les auteurs des assassinats sont jugés, condamnés, même si c'est à peine, même s'ils sont condamnés à mort, ça ne résout pas le problème dans la mesure où la réglementation même n'interdit pas et ne limite pas le port d'armes. Imaginez un seul instant, s'il y avait cette liberté dans tous les pays ou en Afrique, je pense que ce serait de la catastrophe. Et les États-Unis sont en train d'évoluer vers là, parce que ce sont des pays dits développés, suffisamment avancés, mais avancés vers le négatif. Parce que la liberté donne lieu plutôt à des actes contraires à l'humanité. Alors on se demande, est-ce vraiment une civilisation ou bien c'est la mort de l'humanité ou de l'humanisme en ces peuples qui ont entamé la déchéance. Et là, on se demande où est-ce que ces peuples avancés ou ces zones dites de démocratie ou de développement très avancées, vers où ils vont, je ne sais pas. Alors, je sais Eric, pas, est-ce que toi, aujourd'hui, ce sera juste un cas isolé après une semaine lorsque oui, comme toujours aux États-Unis. Comme toujours aux États-Unis où on peut assassiner et après on en parle quelques jours, on fait le deuil et puis la vie continue. Je pense que
aux États-Unis, les gens pensent que détenir une arme, c'est légitime. Et donc, parce qu'il y a trop de violence dans ces pays, ce que Constant est en train de dire, il est en train de caricaturer un peu les sociétés des pays occidentaux où la violence parfois fait foi. Les gens... Elle est banalisée. Banalisée, totalement. Et donc, pour les populations, détenir une arme, c'est légitime parce qu'il faut, en temps opportun, utiliser cette arme-là pour se défendre. Et c'est ça qui est quand même difficile pour nous autres Africains à accepter. Maintenant, est-ce que ce cas-là va agir sur les discussions sur l'utilisation des armes aux États-Unis ou le port d'armes aux États-Unis, personnellement, je ne pense pas pour le moment. Je me dis tout simplement que oui, ça va réveiller la conscience, mais ça ne va pas forcément agir sur les lois américaines pour que le port d'armes soit supprimé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un lobby très puissant aux États-Unis qui constitue les vendeurs d'armes, les fabricants d'armes qui sont très puissants aux États-Unis et qui ne laisseront pas la loi évoluer. Toucher à leur intérêt. Nous avons grignoté dans peu de temps sur le sujet En 30 secondes, il faut reconnaître que le port d'armes aujourd'hui est hérité des siècles passés, avec les communautés western qui se livraient à des tirs nourris les uns contre les autres. C'est vrai, cela a évolué, mais aujourd'hui nous avons pensé que la société américaine serait un peu plus civilisée, parce qu'en fait, ce ne sont pas sur les animaux. Ces armes ne sont pas utilisées contre les animaux. Constant, les westerns aussi étaient civilisés. Lorsqu'une civilisation est contre la vie humaine, je me demande ce que ça signifie. En Côte d'Ivoire, l'opposition semble vouloir changer de rythme face au récent rejet des candidatures de plusieurs de ses leaders, dont Laurent Gbagbo lui-même. L'ancien chef de l'État multiplie désormais les rencontres avec d'autres figures dans l'ambition de construire une synergie d'action pour la présidentielle d'octobre prochain. Quelles forces sont en présence? Sur quels objectifs concrets s'entendent-ils? Et surtout, cette démarche peut-elle peser face au parti au pouvoir, le RHDP? Alors, Monsieur Constant, qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui Laurent Gbagbo à initier ce rapprochement avec d'autres leaders de l'opposition? Je pense que Laurent Gbagbo est dans son rôle, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. On se rappelle, il y a à peu près un mois ou quelques semaines, la gigantesque marche qu'il a organisée ensemble avec le PDCI. Et nous avons vu la mobilisation immense qui a démontré à suffisance la popularité de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam. Je pense qu'à la suite de la publication définitive de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles d'octobre 2025 et surtout avec le rejet des candidatures des poids lourds de l'opposition, je dis poids lourds parce que personne ne peut contester que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam étaient vraiment les poids lourds qui pouvaient véritablement contrebalancer la popularité du président Ouattara. Les deux ont été rejetés pour des motifs un peu différents, mais ces rejets ne sont pas du tout surprenants, on s'y attendait, dans la mesure où il y avait déjà des écarts d'actes, des actes contraires à l'organisation d'une élection inclusive. On a trouvé des poux sur la tête de chauve pour condamner les deux. Tidjane Thiam parce qu'on trouve qu'il était
de double nationalité, ce qui est contraire au à principe de l'ivoirité même. Au principe, je suis parfaitement d'accord, sauf que le code électoral prévoit également la révision électorale en 2025, mais cela n'est pas fait. Autrement dit, Tidjane Thiam aurait renoncé à la nationalité française pour avoir la nationalité exclusivement ivoirienne et s'inscrire régulièrement sur la liste électorale où il aurait donc participé en toute tranquillité aux élections présidentielles d'octobre. N'a pas été fait. C'est le Conseil constitutionnel qui a désigné les candidats ou qui a dit le droit. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Je disais pour le candidat Laurent Gbagbo, le Conseil constitutionnel semble avoir dit le droit, mais a été suffisamment superficiel. Suffisamment superficiel. Et cela pose un autre problème. Superficiel, pourquoi? Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale parce qu'il y a un simulacre de procès. La Cour constitutionnelle aurait pu se saisir. Nous ramène très loin. Pas très loin, pas aussi loin que ça. Cet empêchement de s'inscrire est doublé d'une irrégularité au niveau des cautions. Parce qu'on trouve que Laurent Gbagbo n'a pas réuni le nombre de parrainages nécessaires, à savoir 40 000, 1% de l'électorat. Alors, la majorité de ceux qui avaient parrainé la candidature de Laurent Gbagbo étaient rejetés parce qu'il détenait de fausses cartes d'électeurs, il détenait de fausses cartes de nationalité. Alors, cela pose quel problème? On se demande alors, si ces gens sont sur la liste électorale avec de fausses cartes, quel est le fichier électoral qui sera utilisé? Combien de fichiers électoraux nous avons en Côte d'Ivoire pour aller aux élections? Rappelons qu'il n'y a pas longtemps, une démonstration claire, une analyse claire avait été faite que sur 8 millions d'électeurs inscrits, 6 millions étaient de fausses inscriptions. Alors, quels sont ceux qui iront réellement voter et sur quel fichier? Est-ce que c'est sur un fichier qui sera épuré? À quelle occasion? Dans la mesure où la révision des listes n'est pas ouverte. Il y a un danger qui est clairement posé et qui risque de mettre l'ensemble de la Côte d'Ivoire en difficulté. Est-ce que c'est ce danger, Eric, que Laurent Gbagbo essaye de faire éviter à son pays? Non, je ne crois pas. Je vais vous surprendre. Hein. Moi, je suis la politique ivoirienne depuis très longtemps. J'évite de parler de moi souvent dans les émissions, mais j'ai été victime d'une situation très difficile en Côte d'Ivoire en 2004. Mais je pense que aujourd'hui, les leaders politiques en Côte d'Ivoire sont un peu trop égocentriques. Qu'ils soient de l'opposition ou Je parle de l'opposition. À chaque fois, je me dis, il y a quelqu'un qui se dit, seul, je suis capable d'affronter le président ou le parti au pouvoir. Laurent Gbagbo avait toute la capacité de réunir autour de lui tous ces leaders-là qu'il est en train de consulter aujourd'hui. En amont, avant, je veux dire, c'est l'ouverture même du dépôt de candidature. Mais mieux vaut tard que jamais. Non, je ne pense pas, parce que il y a toujours ces réminiscences politiques là qui surgissent quand les hommes politiques se retrouvent pour dire nous nous mettons ensemble pour combattre, nous nous mettons ensemble pour faire, nous nous mettons ensemble pour avancer. Je crois que à chaque fois, vous allez voir bientôt, quelqu'un va sortir de ce lot pour dire moi je ne suis plus d'accord par rapport à la manière dont les choses se passent, etc. Je dis, si vous voulez faire quelque chose, n'attendez pas le moment le plus difficile
pour dire que vous vous réunissez ou que vous voulez aller ensemble. Vous avez tout le temps de le faire. On est en septembre, les élections c'est pour octobre. Quelle sera la stratégie? Aujourd'hui, ces consultations, on dit consultation, ce n'est pas encore une stratégie politique pour affronter Alassane Ouattara. Je veux bien qu'il réussisse, mais en même temps, je dis ce sera très difficile parce que Alassane Ouattara et son parti aussi ne vont pas attendre pour être atteints par cette synergie d'action. Voilà, cette Alors, synergie d'action. Quels sont leurs communs dénominateurs à ces leaders de l'opposition rencontrés? Les dénominateurs communs, naturellement, c'est qu'ils sont tous écartés de la course au présidentiel. C'est le plus commun, c'est le moindre qu'on puisse dire. Quand bien même c'est avec des fortunes diverses. Je voudrais attirer l'attention d'Éric sur cet aspect que quand vous observez l'ensemble de ces leaders politiques de l'opposition, Laurent Gbagbo semble être le seul constant sur sa ligne politique. Non, je ne crois pas. Si, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. En quoi il est constant? Je vais vous expliquer. Depuis son retour de la Haye, de la Cour pénale internationale, il a appelé les autres leaders de l'opposition à une synergie. Il a toujours fait, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Il a toujours fait, sauf qu'il n'a pas été écouté. Par exemple, son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, la première fois que Affi-N'Guessan revient vers Laurent Gbagbo, c'est après le rejet de sa candidature. Rappelons-nous que Pascal Affi-N'Guessan a usurpé la présidence du FPI à Laurent Gbagbo à l'occasion du procès dont Laurent Gbagbo a été victime. Oui. Ensuite, celui qui est le vice-président du PPACI, qui est aujourd'hui candidat, a posé un acte de haute trahison. En réalité, aujourd'hui, toute l'opposition ou tous les grands leaders de l'opposition sont entourés des gens très instables et susceptibles d'être manipulés par le camp présidentiel. C'est ce dont le vice-président formel n'amènera nulle part. Si cette alliance, si elle était réussie, telle que Laurent Gbagbo en appelle, eh bien, je ne crois pas que le président Ouattara accepte marcher sur les Ivoiriens pour conserver son pouvoir. Il faudrait que cette alliance démontre clairement qu'elle regroupe la majorité des Ivoiriens et que on doit revoir le fichier électoral, on doit revoir la démarche. Éric ne croit pas qu'en moins de 2 mois de l'élection, on n'est pas obligé de maintenir les élections en octobre. Mais c'est pas à cause de Laurent Gbagbo. Non. À cause de la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une personne. Mais c'est depuis longtemps que c'est annoncé. Si on n'est pas sûr de garantir la paix après ces élections, il vaut mieux les repousser, corriger ce qui peut l'être et que les élections soient inclusives et préserver la paix en Côte d'Ivoire. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, le président Ouattara ait plus de chances que n'importe quel candidat de remporter les élections. Je ne doute pas. Non seulement son bilan, il y a tout un dispositif. En réalité, cette démarche, ce processus électoral n'est qu'une formalité. Parce que il y a toutes les raisons qui montrent que, Alassane Ouattara ne devrait même pas être candidat, mais il joue de sa vie parce que si jamais il quitte le pouvoir, rendez-vous à la Haye, à la Cour pénale internationale. Le dossier de la guerre civile en Côte d'Ivoire n'est pas encore solidé. Est-ce que c'est à cause de ça que Laurent Gbagbo consulte d'autres opposants pour une synergie d'action? Non, je pense que... Constant, tu sais... Il y a un truc qui est très simple à comprendre dans cette histoire. Quand tu fais la démonstration que des gens sont instables, ça veut dire que toute coalition qui sera formée sera instable.
Je parle de certains collaborateurs des leaders. Oui. Je ne parle pas. Attends, puisque Je ne parle pas de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam. Ils sont collaborateurs des leaders. Écoutez, déjà au mandat passé, souviens-toi, paix à son âme, Sa situation est encore plus Bédier difficile, hein. avait cautionné, Henri Konan Bédier, paix à son âme, avait cautionné Alassane Ouattara sans savoir que le lendemain serait sombre pour lui, pour lui-même. Oui. En tout cas, lorsque certains leaders sont sincères dans leur démarche, ils sont entourés par des gens que Ouattara manipule avec de l'argent. C'est ce dont Pascal Affi-N'Guessan a été victime lui-même. Il ne savait pas. Lorsqu'on a envoyé Gbagbo, quand on a envoyé Gbagbo à La Haye, qu'est-ce que Pascal Affi-N'Guessan a fait? Il a tout simplement collaboré avec Alassane Ouattara. Non. Sans oublier ce qui est arrivé à la fin. Non, c'est des choses que tu peux même pas démontrer. Tu sais pourquoi? Mais nous les avons vécus ensemble. Non, mais attends. Je n'ai pas besoin de... Ce sont des faits, je n'ai pas besoin de les démontrer. C'est pas des faits. Ce sont des faits. C'est pas des faits papables. Je te jure que c'est pas des faits papables. C'est quoi alors? Tout le monde en parle. Tout le monde dit ce qu'il veut. Mais tu peux pas démontrer comment Affi-N'Guessan a été manipulé par Ouattara. N'a-t-il pas collaboré? Parce que attends. Est-ce qu'il n'a pas été... Ce qui se passe. Est-ce qu'il n'a pas collaboré avec le pouvoir en place? Est-ce qu'il n'a pas occupé des postes de responsabilité auprès de Ouattara? Ça ne veut pas forcément dire... Mais il a collaboré. Manipulé. C'est quoi collaborer alors? Manipuler. C'est quoi collaborer alors? S'il n'avait pas été... S'il était sincère et convaincu que les élections de 2010 avaient été mal gérées et au fait les résultats étaient tronqués d'avance juste pour casser le FPI, casser le président Gbagbo. S'il était un militant fidèle à sa ligne de politique, il n'aurait pas eu ce comportement-là. Alors comment s'assurer aujourd'hui que cette aujourd'hui, synergie soit perçue comme crédible par l'électorat ivoirien? Constant a dit quelque chose que j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est quoi? Quand tu dis que Gbagbo n'a pas eu les 40 000 voix, comment dire... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a dit. De parrainage. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que lui-même, il a avancé qu'il en a eu plus? Justement, si vous permettez que je réponde, même si ce n'est pas Eric qui pose des questions, je vais me permettre de répondre. Parce que cette démonstration... J'ai déjà expliqué que l'argument de caution, l'argument de caution remet en cause le fichier électoral. Parce que tous ceux qui se sont inscrits pour cautionner... Constant et Eric, tout le monde sait aujourd'hui Mais alors, il faut être logique. Laurent Gbagbo n'est pas candidat à la présidentielle. Oui. Il a été recalé, mais aujourd'hui, il consulte d'autres opposants pour une synergie d'action. Voilà. Alors, ma question est de savoir quelle est la stratégie que cette nouvelle coalition-là va mettre en place pour pouvoir peser face au pouvoir de Ouattara ou même mettre fin à la candidature d'Alassane Ouattara. La question se pose. Et moi, en analysant juste le comportement de l'opposition dans ce pays, je dis, les gens font des alliances de circonstances. Aujourd'hui, Constant disait tantôt que Affi-N'Guessan a été manipulé par Ouattara. Voilà Affi-N'Guessan qui se retrouve aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il en serait demain? Non, rejeté d'abord. Affi-N'Guessan est rejeté par Ouattara. Rejeté. Exactement comme Guillaume Soro. Comment il a été rejeté? Mais voilà sa situation, on n'a pas besoin d'expliquer. Est-ce que ce n'est même pas le propre de la politique? Les faits sont là, interprétons les faits. Oui, mais quand ne demandez pas qu'on explique les faits. Mais maintenant, ce qui se passe, est-ce qu'il sera maintenant sage dans cette nouvelle coalition qui est en train de se former contre Ouattara? C'est tout l'enjeu. Mais c'est des questions qu'il faut se poser pour voir si cette nouvelle coalition ou synergie va prospérer. La question qu'on nous pose, c'est cela. Mais moi, je ne vois pas cette union-là prospérer parce que
connaissant un peu la façon dont les gens réagissent dans la politique ivoirienne. Alors, Bien, c'est votre avis que je respecte. Informel, c'est la dernière question. Quelles sont les conséquences même pour la crédibilité de l'opposition en République de Côte d'Ivoire? L'opposition ivoirienne est crédible. Nous n'avons pas besoin de la démontrer. Peu importe que cette synergie l'opposition ivoirienne est crédible. Les leaders sont crédibles. Aujourd'hui, il s'agit de développer une synergie d'action. Quel est le plan d'action? Personne ne le sait actuellement parce que ça reste dans le secret de ces leaders, de Gbagbo qui a appelé aux consultations et a développé une synergie d'action. Ça veut dire que chaque leader a en tête ou dans son plan des actions à mener, soit pour contester les élections, la tenue des élections, soit pour trouver une formule pour barrer la route à Alassane Ouattara. De toute façon, l'opposition est dans son rôle et va mener des actions. Notre prière, c'est que ces actions ne puissent balancer ou conduire la Côte d'Ivoire dans une nouvelle guerre. C'est ce qu'il faut absolument éviter. Alors, aussi bien l'opposition dans son ensemble que le pouvoir en place, la responsabilité première revient à Ouattara pour qu'il prenne toutes les mesures pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. Rapidement, Eric, tu as quelque chose à dire avant qu'on ne termine? Je ne sais pas si Constant a lu le livre qui constitue en réalité comment vous appelez, le plan d'action du président Laurent Gbagbo. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a parlé que de lui et de son parti. Il n'a jamais parlé d'une synergie d'action entre opposants pour diriger ce pays. Mais ce n'est pas un livre commun. Et donc, tu dis bien le livre de Laurent Gbagbo. Peut-être parce qu'il pensait. Ça, c'est pour son parti. Voilà, c'est pour son parti, ce n'est pas pour la coalition. Oui. Alors, comment vous pensiez que Laurent Gbagbo, leader de son parti, va commencer à parler des actions des autres partis ou bien d'une synergie? Ce n'est pas possible. Lui, il a donné sa vision de son parti. Pour revenir après une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.